Je m'en souviens. Avec Gilles Proulx. Aujourd'hui, chers auditeurs, j'aimerais vous faire connaître un personnage des plus colorés. Un brave, un téméraire, un frondeur. On l'a déjà appelé la grande gueule. On en a des grandes gueules, mais il faudra avoir des grandes gueules efficaces. Fort en gueule, mais fort en action. Souvent, vous entendez ça dans votre entourage. Oh, grand parleur, petit faiseur. Dans son cas, c'était un grand parleur, grand faiseur, et c'était nul autre que le gouverneur Frontenac. C'est lui qui avait dit « Dites au général Phipps que je lui répondrai par la bouche de mes canons. » Cette réplique du gouverneur Frontenac, moi je l'ai étudiée sur les bancs de la petite école, dans le temps qu'on étudiait l'histoire. Qu'allait-il arriver? Tous les vaisseaux de guerre devant Québec allaient-ils détruire la frêle colonie de la Nouvelle-France? Vous connaissez le reste, on a frappé dans un des mâts de Phipps et ils ont sacré le camp d'Angleterre. Quel homme que ce Frontenac! Quel courage devant l'ennemi! C'est lui que j'aimerais vous faire connaître, qui s'appelle Louis de Buade, comte de Frontenac. Il a été ici en 2 stages, 18 ans, en 2 mandats. C'était un homme vaniteux, prétentieux, colérique, impitoyable, incombatif, mais également un homme d'action qui a défendu la Nouvelle-France, a étendu son influence jusqu'au Grand Lac et la Louisiane. Il a résisté à 2 ennemis unis dans l'adversité, les Anglais et les Iroquois. 2 ennemis qui souhaitaient faire disparaître toute trace des Français en Amérique du Nord. Frontenac est né en 1622, au mois de mai, le 22 mai. Son père est mort juste avant sa naissance, en combattant aux côtés du roi Louis XIII, qui sera d'ailleurs son parrain. Par sa famille, il appartient donc à la noblesse d'épée. C'est à quelque chose d'appartenir à la noblesse d'épée. On avait fait ses preuves, quoi. C'est-à-dire que pour mériter une place à la cour royale, il fallait faire ses preuves sur les champs de bataille. Ce que Frontenac fera aussi. À 26 ans, il est déjà endetté par-dessus la tête. C'était un gaspilleux, matérialiste, quoi. Il y a plus de 300 000 livres de dette. C'est un montant colossal à l'époque, quand on sait qu'il recevra seulement 24 000 livres par année comme salaire, comme titre de gouverneur de la Nouvelle-France. Alors, il espère liquider sa dette en épousant Anne de Lagrange, qui appartient à une famille richissime, elle, et qui doit hériter d'une fortune. Celle-ci n'a que 16 ans, la belle Ange. Son père s'oppose au mariage. Anne lui désobéit, elle aime tellement son beau Louis. Elle va le marier en cachette. Tant pis pour elle, son père va la déshériter. Faute de mettre la main sur une bonne dot, Frontenac pourra se vanter d'avoir épousé, selon la rumeur, l'une des plus belles filles du royaume. D'ailleurs, on peut voir son portrait à Versailles. Si vous êtes allé au palais de Versailles, Anne donnera un fils à Frontenac en 1651, mais qui est mort à 21 ans sur le champ de bataille. Durant la guerre de 30 ans, Frontenac aura le bras droit mutilé lors d'une bataille. Il en portera des marques toute sa vie, mais ça ne l'empêchera pas d'être aussi brave, d'accepter les charges militaires, d'échapper à ses créanciers, un privilège accordé par le roi à ses officiers. Entre 2 guerres, Frontenac participe aux intrigues à la cour et continue de s'endetter en vivant au-dessus de ses moyens, tout en insistant pour être traité en grand seigneur, s'il vous plaît. Toujours est-il que le 7 avril 1772, on se réjouit à la cour. Pourquoi? Parce qu'on se dit bon débarras. Le roi Louis XIV l'a nommé gouverneur de la Nouvelle-France, qu'il débarrasse. Son épouse ne veut pas l'accompagner. Elle préfère la belle vie à Versailles.
Frontenac a maintenant 50 ans. Et on raconte que Kahn a joué de ses influences pour lui obtenir cette fonction. Est-ce qu'elle voulait s'en débarrasser? C'est bien possible. Un poste outre-mer qui la mettra à l'abri de toute saisie de ses biens, tant et aussi longtemps en tout cas que son mari sera gouverneur. Anne de Lagrange voulait-elle se débarrasser de son insupportable Louis? C'est bien possible. On va le voir d'ailleurs à sa mort parce que la coutume voulait qu'à la mort, on renvoie le cœur du mari vers la veuve. Et celle-ci va dire « Pourquoi est-ce que j'accepterais le cœur de mon mari qui n'a pas eu le cœur d'être près de moi? » Le 28 juin 1672, Frontenac quitte La Rochelle pour un pénible voyage qui va durer 71 jours, ce qui lui donnera amplement de temps pour engueuler le capitaine pour incompétence. Et à sa descente du bateau à Québec, il est impressionné par l'emplacement. Il voit en Québec la capitale d'un futur empire. Il s'empresse de rénover le château Saint-Louis, qui se trouve juste en avant, on a découvert ses fondations il n'y a pas longtemps, du château Frontenac. Alors sa demeure se trouve au sommet du Cap Diamant. Il est le représentant du roi en Nouvelle-France, il doit donc avoir le plus beau château. Et pendant qu'il s'installe, rappelons que le roi a rappelé le gouverneur de Courcelles et l'intendant Talon, deux grandes figures de notre histoire. Le gouverneur Courcelles a freiné les attaques des Iroquois. C'était un brave, ça aussi. L'intendant Talon, lui, a redonné confiance à cette fragile colonie d'à peine 3000 habitants. Il a favorisé le peuplement, le développement économique. Mais malheureusement, en nommant un gouverneur, le ministre Colbert a oublié de désigner un intendant. L'intendant, c'était comme le premier ministre, si on veut, par rapport au gouverneur, qui est le président. Alors ça fait le bonheur de Frontenac qui souhaite régner seul sur la Nouvelle-France. Mais ça ne sera pas le cas. Il devra partager le pouvoir avec le Conseil souverain, l'espèce d'Assemblée nationale, composée du gouverneur, de l'intendant quand il y en a un, de l'évêque et de conseillers et hommes de loi. Tout au long de sa gouvernance, Frontenac va défier le Conseil souverain, il se fout du pouvoir. Il va outrepasser les droits du Conseil. Il va faire emprisonner le gouverneur de Montréal, M. Perrault. Et il va faire emprisonner des seigneurs, un juge de Montréal, un greffier de la cour, avec lesquels il y avait des désaccords. Il n'y avait pas froid aux yeux, il était provocateur. Il battra l'enfant d'un officier qui lui a été impoli. Il va jeter en prison l'abbé des Sulpiciens, Fénelon, qui l'a critiqué dans un sermon du haut de la chaire. Il va se quereller même avec Monseigneur Laval, l'évêque de Québec, pour la meilleure place à l'Église. C'est incroyable, un audacieux frondeur comme ce Frontenac, mais qui quand même fait preuve de compétence. Les plaintes contre lui s'accumulent, et finalement, on va finir par, à force de dénigrement, de le renvoyer en France, mais il va revenir. Frontenac s'intéresse à la principale richesse de la colonie, la fourrure, au point de négliger l'administration civile de la colonie, et habituellement réservée à l'intendant d'ailleurs, mais il n'y a pas d'intendant. Il fait la vie dure aux coureurs des bois et des pendants, qui font le commerce des fourrures illégalement avec les Anglais et les Hollandais, et ils nuisent donc aux intérêts de la colonie de M. Frontenac.
Il fait construire un fort sur le lac Ontario, le fort Cataraqui, qui va devenir le fort Frontenac. C'était son rêve. Le roi ne voulait pas lui donner de l'argent. Il va quand même, à même le budget, défoncer le budget s'il faut, construire le fort Frontenac là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire la ville de Kingston. C'est un poste de défense du territoire, mais surtout un poste de traite de fourrure stratégique, et Frontenac a agi sans prévenir le ministre Colbert, qui voyait au portefeuille. Alors, c'est à son rêve d'avoir un fort qui porterait son nom. Alors, si vous allez à Kingston, vous allez voir que les officiers qui étudient pour devenir justement des cadres supérieurs dans l'armée se trouvent en partie à l'intérieur du fort Frontenac. Les marchands de Montréal, avec le gouverneur de Montréal en tête, M. Perrault, François-Marie, lui-même trafiquant de fourrure, sont furieux contre Frontenac. Ils l'accusent de concurrence déloyale. Le gouverneur n'est pas censé faire de la traite. Ça lui est interdit, mais il s'en fout. Il a décidé de s'enrichir, ne se gêne pas, malgré l'interdit de Monseigneur Laval, d'échanger de l'alcool pour des fourrures. Frontenac se fout éperdument des critiques. Il ne craint pas les petits marchands ni les Iroquois. Il est tellement imposant que ses ennemis le craignent et le respectent. Les Hurons et les Algonquins, nos alliés, l'aiment, font confiance à cet homme de feu. Il traite bien ses alliés pour les empêcher de commercer avec les Anglais et les Hollandais. Les Hollandais qui étaient à New York, les Anglais qui étaient à Albany, qui payaient plus que les Français. Alors les Indiens alliés ne succombent pas parce qu'ils aiment bien Frontenac. Ambitieux homme de guerre, Frontenac, comme Jean Talon avant lui, favorise l'exploration pour agrandir le territoire de la Nouvelle-France, au détriment des Anglais. Beaucoup plus nombreux, eux autres. N'oublions pas qu'en 1682, il y a 10 000 habitants en Nouvelle-France, une bagatelle. Alors que les Anglais sont, tenez-vous bien, 160 000, coincés sur la côte est entre la Nouvelle-Écosse jusqu'à la Floride, et freinés dans leur expansion vers l'ouest par la chaîne des Appalaches. Et les Amérindiens, qui, sauf les 5 nations iroquoises, n'aiment pas les Anglais. Cavelier de La Salle va explorer le Mississippi jusqu'à son embouchure où sera fondée la Louisiane. Quant à Lamotte Cadillac, un ami de Frontenac, il ira plus tard fonder la ville de Détroit. Il n'y a pas que les marchands de Montréal qui acceptent mal la présence de Frontenac au Grand Lac. Les Anglais, les Iroquois aussi, parce qu'ils sont privés de belles fourrures du Nord, et les Iroquois aimeraient bien exterminer les Hurons, les Algonquins. Même si le roi est contre cette expansion vers l'ouest, Frontenac l'a dans la tête. Il arrive au bon moment. Parce que les Anglais sont déjà au nord pour la traite exclusive de la fourrure avec la compagnie de la baie d'Hudson. Or, les Anglais étant le long de la côte des États-Unis avaient droit au castor, il y en avait à profusion. Mais la qualité du castor en pays chaud n'avait pas la valeur d'un castor en pays froid. De là, aller se mettre le nez dans la baie d'Hudson, où la valeur de la fourrure du castor était supérieure. S'il avait fallu que les Amérindiens près des Grands Lacs traitent avec les Iroquois et les Anglais, la colonie aurait été menacée sérieusement de disparaître. Toujours est-il, tout en agissant par intérêt personnel, parce qu'il s'en met plein les poches, Frontenac, par sa présence au lac Ontario, va empêcher la perte du commerce des fourrures et protéger Ville-Marie d'une attaque venant de l'ouest. En allant à l'encontre du roi, grâce à son fort Frontenac à Kingston, tout en agissant par intérêt, peut-on penser
que l'entêté Frontenac va consolider l'implantation de la colonie en Amérique du Nord et même sauver sa survie. Et parallèlement à Paris ou à Versailles, devrais-je dire, Louis XIV, le roi Soleil, aime bien dépenser, lui. Et surtout à Versailles, c'est la cour. Mais par ailleurs, un peu comme nos politiciens aujourd'hui qui nous disent de nous serrer la ceinture pendant qu'eux autres se votent des augmentations de salaire, Louis XIV prévient son gouverneur Frontenac de limiter ses dépenses, parce que ça coûte cher les expéditions, l'exploration, les guerres. Alors le querelleur Frontenac, il en fait qu'à sa tête, le roi l'a maintes fois prévenu et réprimandé pour abus d'autorité et excès de zèle, il s'en fout. Exaspéré pour toutes ces plaintes reçues, Louis XIV rappelle Frontenac. Il le ramène à Versailles, se contentant de dire qu'il est quand même satisfait de sa mission en Nouvelle-France. Ce rappel fera bien des heureux dans la colonie parce que nous, on l'aime bien chez le petit peuple, mais pas pour longtemps. Il est parti, ça a soulagé quelques commerçants, mais finalement, le plaisir de ceux qui le détestaient ne durera pas trop longtemps. 7 ans plus tard, rien ne va plus dans la colonie. Les gouverneurs Labarre, un lâche, Denonville, n'ont pas su renforcer et protéger la colonie des attaques. Et au contraire, Louis XIV, qui va entrer en guerre contre l'Angleterre, rappelle Denonville et envoie Frontenac à nouveau dans la mêlée. Mais comment expliquer que le roi fait appel encore une fois à cet homme désobéissant, tyrannique, dépensier, pour reprendre ses fonctions de gouverneur de la Nouvelle-France à l'âge honorable, tenez-vous bien, de 67 ans? Et pourquoi Frontenac a-t-il accepté? Eh bien, à cause des dettes, bien sûr, et pour Louis XIV, une façon de donner de l'expansion à la colonie et de renforcer celle-ci, évidemment, avec un homme d'action qui s'appelle Frontenac. Frontenac revient donc le 9 août 1689, 4 jours après le massacre de la Chine, imaginez-vous. Il y en a sur le cœur, 24 morts, 70 prisonniers, 56 des 77 maisons de la Chine brûlées. Alors le vieux grincheux est accueilli en sauveur. Enfin le voilà. Et lui, quel que soit son âge, saura repousser les Iroquois et stopper les Anglais qui arment les Iroquois et encouragent les attaques contre les Français. La colonie était désespérée. Les attaques surprises des Iroquois armés par les Anglais rendent la vie impossible. Les nuits sont difficiles. Frontenac s'empresse de reprendre donc son fort aux Anglais, puis fortifie Québec et Montréal. En janvier 1690, tenez-vous bien, en janvier, il organise 3 attaques contre les Anglais. Elles partent de Montréal pour Schenectady, près de Albany, dans l'État de New York. Un autre va partir de Trois-Rivières pour Salmon Falls, tout près de Portsmouth, dans le Maine. Et une autre part de Québec pour la baie de Casco. Les Anglais seront anéantis par ces attaques. On parle de massacres avec mort de vieillards, femmes et enfants. On est impitoyable. La colonie britannique ne pense qu'à se venger. Alors l'historien Eccles croit que Frontenac a fait une erreur stratégique. C'est son opinion. Il aurait mieux valu se concentrer sur la prise d'Albany, important centre d'affaires et d'influence sur les Iroquois,
ça aurait fait reculer l'influence anglaise et fait peur aux Iroquois, tandis que là, eh bien, il force par son geste Frontenac la vengeance. Les contre-attaques anglaises ne tarderont pas. En mai 1690, Phipps va prendre Port-Royal en Acadie, va incendier la place. En octobre, la flotte anglaise d'une trentaine de bateaux remonte le fleuve jusqu'à Québec, pendant qu'une armée de 1000 miliciens et 1500 Iroquois part de New York pour venir attaquer Montréal. Heureusement pour nous, elle foire au lac Champlain, mise hors de combat par la petite Vérole. Mais Phipps commence quand même son siège le 16 octobre. Il fait froid. Il est convaincu que tout va très bien, ça va se régler en 24 heures. Il envoie son messager dire à Frontenac qu'il doit se rendre, sinon ce sera la guerre. Vous connaissez la fameuse phrase « Je n'ai point de réponse à faire, votre général, que par la bouche de mes canons et à coups de fusil. » Alors qu'ils apprennent que ce n'est pas de la sorte qu'on envoie sommer un homme comme moi. On parlait comme moi dans ce temps-là avec le vieux français. Les combats commencent, la ville de Québec est bien défendue, le gouverneur de Montréal-Calière apporte du renfort, les Anglais tentent de débarquer à Beauport, mais ils sont repoussés pendant que 4 de leurs navires bombardent Québec. Mais 3 jours de combat, Frontenac a l'avantage. Phipps en a assez, pas question de passer l'hiver devant Québec, et finalement un canon de la base-ville atteint un mât central du bateau de Phipps, ce qui le convainc à enregistrer un cuisant échec. Il lève l'ancre. Un désastre, les Anglais ont perdu, ne reviendront pas avant 1759. Et cette fois, la chance était de notre bord. L'amiral Phipps était un mauvais guerrier, et toujours est-il que cette défaite cuisante et humiliante va être très mal reçue à Boston. Toujours est-il qu'on doit dire merci à l'entêté. Dorénavant, les Anglais se limiteront à armer les Iroquois pour mener la guerre, viendront plus se battre, les habits rouges. Frontenac intensifie sa présence dans l'Ouest et dans la région du Mississippi. Il fait construire des forts, qui sont aussi des postes de traite de fourrure, même si ça va à l'encontre de la politique de Louis XIV. De plus, il envoie Pierre Lemoine d'Iberville, un héros incomparable, mesdames et messieurs. Il est né ici, dans le Vieux-Montréal. Et il y a une plaque sur la rue Saint-Paul où on voit où sa famille a été fondée, avec Charles Lemoine, qui devient un richissime personnage. Mais Pierre Lemoine est le plus brave. Il n'a jamais subi la défaite. Et pourtant, on ne le valorise pas en connaissance à l'école. Comme Frontenac, Pierre Lemoine d'Iberville est convaincu qu'il faut occuper l'Amérique du Nord, de Terre-Neuve à la baie d'Hudson, jusqu'au Mississippi et le golfe du Mexique. Alors il va poursuivre son œuvre en colonisant la Louisiane, en sortant les Anglais de la baie d'Hudson, seul avec un bateau contre 3 navires et 2 forts anglais. Et par la suite, malgré ses 74 ans, Frontenac va se rendre avec 2000 hommes chez les Iroquois au sud pour mettre en déroute et incendier leur récolte. Vaincus, ils vont se tenir tranquilles jusqu'à la signature de la Grande Paix de Calière dans le Vieux-Montréal en 1701. Enfin, Frontenac va trouver aussi du temps pour se disputer avec tout le monde, juste pour énerver l'évêque Saint-Vallier, qui a remplacé Monseigneur de Laval, le successeur. Il va prétendre vouloir présenter au château Saint-Louis la pièce de Molière, Les Tartuffes. Oh! Cette pièce était interdite par le clergé en France parce qu'elle lui donnait une mauvaise image, Tartuffe étant un dévot hypocrite. 1697, Frontenac sera titulaire de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il s'en plaindra, convaincu qu'il aurait dû recevoir un honneur beaucoup plus élevé ou un honneur bien avant cette date-là. 1698, après quelques mois de maladie, le 28 novembre,
Le vieux grincheux s'éteint à 76 ans. Son corps est inhumé à Québec, dans l'église des Récollets, et son cœur est envoyé à sa femme, à qui on a fait dire, on ne peut en douter en tout cas, « Je ne veux pas d'un cœur mort qui, vivant, ne m'a pas appartenu. » Le cœur reposera à l'église Saint-Nicolas-des-Champs et sera saccagé pendant la Révolution française. À Québec, après l'incendie de l'église des Récollets, en 1696, les cendres seront transférées à la cathédrale où elles se trouvent actuellement. Pour le bilan, 18 ans de gouvernance, Frontenac laisse une colonie peuplée, plus forte. Il a vraiment bloqué l'expansion des Anglais. Il s'est imposé par la force aux Iroquois. Il a préparé la Grande Paix de Montréal en 1701 avec Cadière. Il a su préserver notre alliance indispensable à notre survie avec les Indiens, autres qu'Iroquois, et il a étendu l'influence de la France jusqu'au Grand Lac et en Louisiane. Aujourd'hui, le vieux vaniteux serait certainement fier de voir sur les ruines de son château Saint-Louis se dresse un bel hôtel qui est le plus photographié au monde, dit-on, qui porte le nom de Château Frontenac. Oui, grâce à son audace, son action répétitive, Frontenac aura réussi à faire aboutir par ricochet, puisque Hector de Cadière, la pointe à Cadière que vous connaissez, le musée est là, va réussir en 1701 à rassembler toutes les tribus indiennes, y incluant les Iroquois. Elles vont se rendre dans le Vieux-Montréal pour signer ce qu'on a appelé la Grande Paix, ce qui va apporter une accalmie grâce à Frontenac, et à Cadière aussi, bien sûr. Et on avait tellement peur parce que les Iroquois avaient décidé de participer à l'acte de paix. Et il y avait 1300 Indiens dans le Vieux-Montréal, comparativement à peu près à 1100 habitants ou soldats. Il y avait donc plus de visiteurs que de gens visités. Et toujours est-il qu'on craignait peut-être qu'une hypocrisie aurait fait qu'on aurait pu profiter de la loi du nombre. Mais non, tout était bien encadré grâce au protocole de Hector Cadière qui va signer la Grande Paix de Montréal et amener justement cette accalmie auprès des tribus indiennes, y incluant les Iroquois, grâce à Frontenac.